Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité en ce vendredi 100% Alsace, 100% régional. Mais on va quand même un petit peu s'évader. C'est un air de vacances qu'on vous proposera tout à l'heure. On vous emmène tout simplement avec Emmanuel Monod sur l'île de Beauté en Corse. Puis les documentaires à ne pas manquer ce week-end, notamment sur le résistant Adiba, le Guinéen. On l'appelait le terroriste noir. Il a été fusillé en 1943. Et dans l'actualité, on reçoit Eric Vial, spécialiste des courses hippiques, et Lucien Matzinger pour les courses de dimanche. Ça sera évidemment à suivre après le JT, préparé et présenté par Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi 5 avril, la saison 2019 commence ce week-end au parc zoologique de Mulhouse. Des nouveautés attendent les visiteurs. Les startups régionales et grands groupes nationaux se sont rencontrés pour faire du business innovant au KM0 de Mulhouse. Et puis, découvrez les coulisses d'un opéra pas comme les autres, le Lab Opéra prépare un nouveau spectacle, La Flûte enchantée, en mode coopératif. Mais pour commencer, les journées européennes des métiers d'art, ça commence aujourd'hui. 75 ateliers ouvrent leurs portes en Alsace pendant tout le week-end. Céramistes, modistes, tailleurs de pierre, verriers, les métiers d'art sont variés. À Schiltigheim, l'atelier de facture de flûte à bec de Claire Sécordel s'ouvre au grand public. Fanny Kunz est partie à sa rencontre. Dans l'atelier de Claire Sécordel, on n'entend que les bruits du tour à bois ou de la lime. Si les gestes et la technique sont précis, au moindre écart, et l'instrument sonnera différemment. Claire Sécordel est facteur de flûte à bec, c'est-à-dire qu'elle fabrique, reproduit ou répare ses instruments avant. Elle est formée à la facture de flûte à bec et au tournage du bois. En ouvrant son atelier tout le week-end dans le cadre des journées des métiers d'art, elle fera découvrir son univers aux visiteurs. L'intérêt de participer à la journée des métiers d'art, c'est de montrer mon métier qui n'est pas très très répandu et que les gens ne connaissent pas. Ils ont souvent une mauvaise opinion de la flûte à bec après en avoir fait pendant leur scolarité avec plus ou moins de bonheur. La flûte à bec, ce n'est pas que le pipeau en plastique, c'est aussi un vrai instrument que des artisans fabriquent à la main pour des musiciens qui sont professionnels de cet instrument. Ce week-end, 75 ateliers ouvriront leurs portes en Alsace, l'occasion de découvrir des métiers d'art parfois méconnus du grand public. Celui de Claire est très peu exercé. Il ne resterait en France que 10 artisans. Le métier de facteur de flûte à bec avait disparu pendant plusieurs siècles et puis il est réapparu au milieu du XXe siècle, il s'est développé. Et aujourd'hui, on bénéficie, ma génération de facteurs, on est peu nombreux de la jeune génération, bénéficie de tout le travail qu'ont fourni nos prédécesseurs qui ont dû vraiment tout recréer de zéro puisque la transmission avait été interrompue. Animée par la musique depuis toute petite, Claire est accompagnée par son instrument fétiche au quotidien. Pour elle, la flûte n'a plus aucun secret. De sa pratique à sa construction, les doigts d'or de Claire glissent sur le bois comme du papier à musique. Ce qui me plaît, c'est de créer vraiment un instrument de A à Z, de partir du tronc d'arbre et d'arriver à un instrument qui sonne et que les musiciens vont pouvoir jouer. Et c'est mon plaisir de tourner le bois, de voir la flûte se profiler, se dessiner, et puis ensuite de faire tous les réglages pour le son, d'avoir un premier petit filet de son qui sort, et puis de travailler pour le développer et arriver à un instrument qui sonne et que je peux jouer. Voilà, c'est ce qui me plaît. Les journées des métiers d'art débutent aujourd'hui. Plusieurs circuits sont proposés jusqu'à dimanche. Peut-être que le vôtre passera par l'atelier de Claire Sécordel. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire au préalable.
Le parc zoologique et botanique de Mulhouse est le 3e site le plus visité d'Alsace et le premier du Haut-Rhin. En 2018, il a accueilli 330 000 visiteurs. Le zoo lance demain sa nouvelle saison 2019. Un point sur les nouveautés, Marine Zis. Il a beaucoup fait parler de lui en début d'année. Ce propithèque couronné de 3 mois fait partie des naissances exceptionnelles au zoo de Mulhouse. En Europe, seuls 3 individus de cette espèce en voie d'extinction sont nés ces dernières années. Mais qui dit arrivée en 2019 dit aussi départ, notamment pour Nanook, l'oursonne polaire âgée de 2 ans. C'est l'âge à laquelle, au niveau comportemental, les mères ours polaires rejettent leurs petits. Elles les rejettent pour pouvoir ensuite assurer une prochaine gestation. Elles les rejettent aussi parce que normalement ils sont autonomes pour la chasse. C'est sûr et certain, elle ne peut pas rester. On n'a pas la place, ça serait pas bien pour elle, il faut vraiment qu'elle aille dans un autre parc. On ne sait pas encore où, et quand on saura où, ça sera dans quelques mois avant son départ. Le parc accueille 1200 animaux de 170 espèces différentes. Et ce chiffre devrait encore évoluer cette année. Parmi les grandes nouveautés de cette nouvelle saison également, des rencontres animalières et des visites guidées. On a 2 animatrices qui sont complètement dédiées aux visiteurs et qui donnent rendez-vous, il y a 10 rendez-vous au cours de la journée, pour découvrir en fait le travail des soigneurs en termes d'enrichissement, en termes d'entraînement médical ou encore de nourrissage. C'est une façon de pouvoir faire comprendre notre travail pour la biodiversité. Le premier temps fort de la saison, c'est déjà ce week-end du côté du jardin botanique, avec le traditionnel marché aux plantes. Et puis on reste à Mulhouse, le Big Up for Startup fait étape dans la capitale haut-rhinoise pendant 2 jours. En Alsace, on compte près de 200 startups, mais ces jeunes entreprises manquent parfois de visibilité et de moyens. L'ambition de ce programme, mettre en relation startups locales et grands groupes nationaux. Adeline Piron. Des startups rencontres de grands groupes. C'est le Big Up for Startup Grand Est. Après avoir répondu aux appels à projets, 10 pépites régionales ont pu défendre leurs produits et services devant 4 grands groupes. Et comme on dit dans le monde de l'innovation, les entreprises ont pitché leurs projets. Comprenez donc, se présenter et surtout captiver l'assistance. L'intérêt à la fois pour les startups mais aussi pour les grands groupes, c'est de faire de l'open innovation. Qu'est-ce que c'est que l'open innovation ? C'est tout simplement de faire participer quelqu'un d'extérieur à votre organisation au programme d'innovation de votre entreprise pour profiter de cette espèce de fertilisation croisée, ou en tout cas de l'intelligence collective qui en sortirait. Et parmi les startups présentes, on retrouve celle de Vincent Osterman, l'occasion pour lui de présenter son service, un réseau de covoiturage pour les trajets domicile-travail des employés. Une idée dans l'air du temps sur laquelle le jeune entrepreneur alsacien compte bien échanger lors de ses rendez-vous d'affaires avec les grands groupes. On cherche des partenariats avec les entreprises afin de collaborer autour de notre offre et de montrer vraiment nos avantages à l'entreprise. On manque de visibilité et donc vraiment cet événement va nous permettre d'être plus visibles. Mais la mise en relation et l'accompagnement des jeunes pousses ne s'arrêtent pas là. Usine un temps, le bâtiment KM0 accueille désormais des startups. À l'étage, le village compte 4 entreprises en plein développement depuis le 1er avril. Chacune d'elles trouve ici un local adapté pour effectivement rencontrer des clients ou développer tout simplement leurs propres affaires. On dispose ici de différentes salles de visioconférence, salles de réunion, salons de détente qui permet effectivement peut-être de recevoir ses clients dans des environnements tout à fait adaptés. Les startups alsaciennes pourront mutualiser leurs moyens et partager un réseau de 586 jeunes entreprises installées dans 30 villages en France. Seulement 4% des Français vont à l'opéra et la moyenne d'âge du public est d'environ 56 ans, un âge qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Face à ce constat, le Lab Opéra d'Alsace fabrique un opéra coopératif pour ouvrir l'art lyrique au plus grand nombre. L'idée, faire participer amateurs et la issue d'enseignement professionnel et de formation universitaire, mais aussi artistes reconnus. Reportage dans les coulisses du spectacle. Après la Traviata, c'est la flûte enchantée qui est à l'affiche du Lab Opéra d'Alsace cette année. Une pièce qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la 3e pièce la plus jouée dans le monde. Universel, le testament lyrique de Mozart permet de fédérer le grand public autour d'un opéra. Original dans son ambition, la pièce portée par l'association colmarienne l'est aussi dans sa fabrication. Le parti pris, c'est d'impliquer, fédérer des jeunes d'établissements d'enseignement technique et professionnel dans la conception, mais aussi la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour monter un opéra. Décor, coiffure, maquillage, costume, aussi de l'organisation, de la communication, du placement dans les salles, par exemple. Ça va chercher dans tous les corps de métier pour leur montrer que
et bien à l'Opéra, il y a de la place pour tout le monde. Depuis septembre, 450 jeunes issus de 7 lycées alsaciens, mais aussi de l'Université de Mulhouse, travaillent pour offrir ce spectacle. Chacun a son rôle à jouer pour les décors, la mise en lumière, la rédaction du programme ou encore l'accueil des spectateurs. Hier soir, c'était la répétition générale, l'occasion pour les élèves du lycée Rehberg de coiffer et maquiller les artistes. Dans les loges, l'ambiance est électrique. Là, je suis en train de lui rajouter de l'highlighter pour qu'elle attire plus la lumière. Il faut que ce soit un maquillage qui se voit de loin. J'ai déjà participé l'année dernière et ça me permet de rencontrer des personnes et d'avoir de l'expérience. J'écoute pas d'opéra du tout, de base. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans une vie et je suis contente. Ce projet rassemble de nombreux corps de métier, des solistes internationaux et des jeunes talents régionaux recrutés sur audition, mais aussi un chœur d'amateurs encadré par des professionnels. Un savant mélange de néophytes et de confirmés, tous se retrouvent dans la même aventure artistique. Ça change un petit peu des maisons d'opéra habituelles, en fait, où tout est, tout est un petit peu sur des rails. Là, on doit un petit peu composer des fois avec des choses pas habituel, et moi j'aime bien. Chaque fois on découvre pas mal de trucs, la musique allemande, les metteurs en scène, avec comment on travaille avec les coiffures, le maquillage, les costumes aussi. Je fais partie de ces chanteurs de cette génération où on pense que l'opéra c'est pas que pour un certain type de public. Et je suis ravie que l'opéra aille un peu partout, se développe. L'année dernière, 4000 spectateurs étaient au rendez-vous. Cette année, ils seront plus de 5000 allant des classes de CE2 jusqu'aux habitués de l'opéra. Ce soir et demain soir, la flûte enchantée sera présentée au grand public à l'Eden de Sausheim. Cet après-midi, c'était le coup d'envoi du festival Muse. Du 5 au 7 avril, ces rencontres musicales se déploieront dans différents lieux et salles de Schiltigheim. Mais pour cette deuxième édition, le festival débute de manière atypique. Musiciens et élèves du collège Lamartine à Bischheim ont pu échanger sur les musiques du monde cet après-midi. Cécile Botz. Musique classique, folk, air d'opéra, il y en aura pour tous les goûts ce week-end. Le festival de musique du monde Muse revient à Schiltigheim pour un voyage entre différents univers mais aussi entre différents pays. L'objectif de Muse est tout trouver. À la fois s'ouvrir à des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, frotter entre elles des musiques qui vont jouer au ping-pong, se répondre, travailler ensemble. Et donc on a vraiment un spectre immense, puisqu'on a de la musique classique, la musique actuelle, du jazz, de la musique orientale, de la musique de chambre, de l'opéra, et j'en passe, africaine. C'est à la fois une rencontre entre des cultures très différentes, des générations, des amateurs et des professionnels, et aussi un soutien affiché aux Kazas qui s'occupent donc du droit d'asile et des réfugiés. L'événement est aussi caritatif, les artistes participent au festival bénévolement au profit de l'association Kazas. C'est le cas de cette violoncelliste, invitée d'honneur cette année. Elle a fait découvrir sa musique aux collégiens, accompagnée de Marie-Annick et son baglama, une guitare traditionnelle turque. Les musiciennes ont fait voyager les élèves. J'aime bien que les jeunes gens apprendre la musique déjà. Le but, c'est de venir à eux, simplement, pour leur donner envie à eux, à leur famille, de sortir et de venir au festival. Voilà, et puis c'est une rencontre. C'est important aussi qu'on aille... je dirais que le public se forme tout petit. Pour le collège Alphonse de Lamartine, participer à ce festival est une première. Avec les artistes, les élèves ont chanté l'Ode à la joie ou encore des airs de musique country. Une chance pour leurs professeurs. C'est vraiment bien qu'ils viennent jusqu'à nous, les collèges, pour inclure les élèves dans ce festival. Et je pense que ça leur a donné envie de venir, certains, surtout que c'est gratuit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans notre collège REP, c'est que l'accès à la culture, elle est souvent limitée pour des raisons financières. Donc là, c'est tout près de chez eux, c'est gratuit, ils ont une première approche. Je pense qu'il y a des grandes chances que le lien puisse se faire et qu'il y ait une prolongation. L'année prochaine, le collège veut aller plus loin avec Muse. Des élèves pourraient bien se produire sur la scène du festival. En attendant, les concerts gratuits de cette année débutent à 20h à la salle du Brassin à Schiltigheim pour une soirée de musique actuelle.
Et tout de suite, l'image du jour de Mathieu Chanvillard. L'image du jour est un nombre, le 110. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer tout au long du week-end pour faire un don pour aider la recherche contre le sida et soutenir les malades en France et dans le monde. Double paradoxe, les jeunes sont de moins en moins conscients des risques et connaissent moins bien la maladie que leurs aînés, et les dons sont globalement en baisse depuis 10 ans. Nous avons tous 48 heures pour inverser la tendance. Voilà, merci beaucoup Camille pour ce JT. On accueille le plateau du soir, Emmanuel Monod venez nous rejoindre. Lucien Matzinger est avec nous, ainsi que notre spécialiste des courses hippiques, Eric Vial. On va évidemment parler de ce programme de courses étonnant, exceptionnel qui aura lieu ce dimanche, juste avant la météo. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Le sourire est de rigueur parce que niveau ciel, eh bien, ce sera passé en ce dimanche matin avec de la pluie sur l'ensemble du territoire alsacien et si vous êtes aux frontières rhénanes, un temps très nuageux. Les valeurs dans votre matinée, eh bien, il fera 4 degrés seulement si vous êtes à Sirens, 5 degrés à Bâle, 6 degrés à Colmar. On remonte petit à petit avec 8 degrés de Saverne jusqu'à Strasbourg, 7 degrés à Wissembourg et 7 degrés également si vous êtes dans la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien, ça s'arrange pas, surtout si vous êtes en Allemagne, puisque la pluie envahira l'ensemble du territoire. Seule la Suisse bénéficiera de quelques éclaircies, mais tout de même des passages nuageux. Les valeurs dans votre après-midi, eh bien, il fera 13 degrés à Mulhouse, 11 degrés à Colmar, Strasbourg, ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg, 12 degrés dans le col de Saverne, 13 degrés à Wissembourg et 14 degrés à la maximale à Pratteln. Votre début de semaine, du soleil mais aussi des passages nuageux et les valeurs ça remonte petit à petit. Il fera 14 degrés en Alsace et 15 degrés aux frontières rhénanes. En ce dimanche, nous célébrons les Jean-Baptiste. Bonne fête. Le soleil se lèvera à 6h55 pour nous dire au revoir à 20h07. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable moment en notre compagnie et je vous dis à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et les invités en ce vendredi, Lucien Matzinger et Eric Vial pour les courses hippiques de Strasbourg. Eric Vial, vous êtes notre spécialiste des courses hippiques sur Alsace 20. Ce sont des courses importantes. Ah oui, c'est toujours des courses importantes. Pourquoi ? Parce que c'est du spectacle. Et vous savez, tout à l'heure, avant de faire cette chronique, je pensais aux enfants qui viennent voir presque chaque dimanche les courses sur l'hippodrome de Heurt, de voir leurs yeux pétiller quand il y a les chevaux qui passent à côté d'eux. Parce que c'est énorme, un cheval. C'est très, très grand, c'est très impressionnant. C'est toujours un grand plaisir. Donc, eh bien, cette année, vous le savez, avec la Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, on essaye de vous motiver pour aller voir les courses. L'année dernière, on vous a parlé du vocabulaire. L'année d'avant, on vous a expliqué comment fonctionnaient les paris. Eh bien, cette année, on a décidé durant toute cette saison de vous expliquer comment et quels étaient les métiers qui étaient sur l'hippodrome. C'est pour ça qu'on a demandé... Il y en a des métiers. Il y en a des métiers sur l'hippodrome. Ouais. C'est pour ça qu'on a demandé à Lucien Matzinger, qui est le plus illustre de ses représentants à l'hippodrome, puisque c'est le président de la Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, de venir aujourd'hui. Mais avant cela, si vous le permettez, Lucien, on va voir le programme justement pour ce dimanche, ce grand spectacle. Alors, il y a 9 courses tellement qu'il y aura de partants. Là, c'est marqué 8 courses, mais il y a une course qui a été dédoublée. Dédoublée, ça veut dire quoi, Lucien ? Ça veut dire qu'il y avait trop de concurrents qui voulaient courir et donc on a coupé la course en deux. Obligé d'en faire deux. Obligé, voilà. Et ça, c'est le prix du Haguenau, comme on le voit. C'est à 15h30. C'est une course de trot de 4 ans. Il y a, comme vous le voyez, donc 6 courses de trot et 3 courses de plat. Je voudrais qu'on en parle une ou deux. Peut-être la première, celle de 14h30. Moi, j'adore cette course parce que c'est le prix de Montier-en-Der. Comme vous le découvrez, c'est une course pour les 3 ans. Ce sont des tout jeunes chevaux. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir de futures stars. Oui, dans cette course-là, il y a des inédits. Inédits, ça veut dire des chevaux qui n'ont jamais couru, qui n'ont jamais vu un hippodrome et qui vont donc faire leur premier pas. C'est des jeunes chevaux. Et au trot, ça commence à 3 ans. Donc c'est vraiment des jeunes chevaux. Et
Pronostic? Ouais, quelques pronostics peut-être. Bah je sais pas, allez-y, il y en a on veut bien, quelques-uns. ouais. Alors donnez-nous. Ouais. Alors moi, j'ai regardé rapidement, mais Alain Laurent vient, quand il vient avec un débutant, d'habitude il est dans le coup. Puis j'ai vu que Thierry Duval d'Estaing vient avec un cheval et son fils qui le drive. Et donc, il vient pas là par hasard. Il vient pas par hasard. Bon, alors Lucien Matzinger, vous êtes donc le président de la Société des courses hippiques de Strasbourg. C'est vrai que les paris, ça fait un peu peur, je sais pas, hein, Emmanuel, Lionel, quand on parle de paris, tout de suite, l'argent, chez nous, en France, oh là là, des gens qui s'en mettent plein les poches. La Société des courses hippiques de Strasbourg-Heurt, c'est quoi cette société? Alors la Société des courses, c'est une association, loi 1901, qui a un conseil d'administration, un bureau, des membres, et elle fait vivre cet espace de 42 hectares avec 5 employés et permettre aux professionnels de courir les jours de course et aussi aux turfistes de venir voir le spectacle et de miser un petit peu pour leur grand plaisir. Et de s'entraîner aussi le reste Oui, du temps. effectivement, on a également un centre d'entraînement, donc on a une 70 chevaux qui s'entraînent tous les jours sur l'hippodrome. Alors il faut bien comprendre, comme vous le dites, que c'est une association, ce sont des passionnés qui font vivre tout cet espace. Un hippodrome, c'est très très grand pour ceux qui n'y ont pas été encore, il faut absolument y aller d'ailleurs. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des bénévoles? Oui, il y a des bénévoles, un conseil d'administration, comme j'ai dit, de 18 personnes. Et là-dessus, il y a une douzaine de personnes qui sont vraiment, vraiment assidues, notamment les commissaires qui, eux, sont nécessairement bénévoles. Alors dimanche, on va vous voir, Lucien. Lionel, il viendra peut-être avec Emmanuel. Et puis peut-être que vous viendrez le voir également. Vous êtes où le dimanche? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, le dimanche, je ne m'occupe pas de l'organisation des courses. C'est le rôle des commissaires, des juges. On verra ça tout au courant de l'année avec les différents métiers. Moi, en tant que président, je suis là pour représenter l'hippodrome et j'aime bien aussi animer. Donc je suis derrière le micro en fait. Voilà, je rappelle qu'il y aura dans 10 jours le Grand Prix Alsace 20 et effectivement c'est vous l'an dernier qui aviez appelé le président d'Alsace 20, Dominique Formals, qui avait remis la coupe et le champagne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes amené vous à parier parfois? Alors, parce que quelqu'un comme vous, forcément, vous avez les tout, donc bah oui. bien sûr. Moi, spontanément, je dirais non. Alors le président a le droit de parier, puisque les seules personnes qui n'ont pas le droit de parier, c'est les commissaires et les juges, parce qu'on ne peut pas être juge et parti, et les jockeys n'ont pas le droit de parier non. Donc vous avez le droit d'aller jouer un petit peu? Oui. Et vous le faites? Un petit peu, oui, j'ai un petit compte sur Smart Turf, ça me plaît bien. Quand on voit un petit cheval qui vous plaît, vous mettez 2 €, je ne joue pas beaucoup, mais quand on voit un cheval et qu'on se dit, tiens, je vais le suivre toute la course, si on a mis un peu d'argent, c'est beaucoup plus passionnant. À quel moment vous êtes obligé de parier? Obligé de parier? Obligé de parier. Avant le départ? Non, ça c'est sûr. Mais par exemple, s'il y a un cheval où il n'y a pas d'enjeu dessus. Ah oui, voilà. Effectivement, parce que si il n'y a aucun... au départ, à l'arrêt des paris, il n'y a aucun pari sur un cheval. Toutes les mises, et si ce cheval gagnait, toutes les mises gagnantes seraient remboursées. Donc normalement, les gens du groupe Carus qui s'occupent de la prise de paris sur l'hippodrome vont mettre 2 € sur un cheval pour qu'il y ait au moins 2 € sur voilà. Comment est classé l'hippodrome de Strasbourg sur le plan national? Alors bien placé, et même j'ai un petit scoop puisqu'on a eu les statistiques nationales cette semaine pour 2018 et une des statistiques nous donne premier pour le montant des enjeux d'une réunion premium au galop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le samedi 10 novembre 2018, on a eu une réunion premium. Il y a eu plus de. Ça veut dire que premium, ça veut dire que toute la France a joué. Et il y a eu 5,5 millions de jouets. Et ces 5,5 millions, c'est le chiffre le plus élevé d'une réunion chez vous, premium. En France. Excellent. Hors événement. D'accord, on peut être fier. En dehors des réunions, justement, de l'hippodrome, comme on va en voir une dimanche, est-ce que l'hippodrome est occupé? Oui, il est occupé par justement le centre d'entraînement déjà, c'est ce qui fait que 70 chevaux tournent tous les matins sur l'hippodrome. Le restaurant panoramique est ouvert tous les midis, donc ça aussi, ça fait une animation. Et puis, au courant de l'année, certaines grosses manifestations sont organisées, comme un salon des plantes et des jardins, un salon du mariage, un salon des caravanes. Donc vous faites vivre le lieu. On fait vivre le lieu en dehors des jours de course. Oui. Comment vous imaginez, vous, l'avenir de l'hippodrome de Strasbourg-Heurt? Je pose la question évidemment au président.
Oui, l'avenir, bon, c'est aujourd'hui, on est dans une phase plutôt difficile au niveau des paris. Maintenant, Strasbourg, nous avons pris vraiment des avancées au niveau des investissements, ce qui nous permet vraiment d'être un peu tranquille, d'attendre. Et bien sûr, les paris, on espère, avec le nouveau plan du directeur du PMU, que ça redémarrera. Et donc, moi, je suis très, très confiant, il n'y a pas de problème. Phase difficile sur les paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, il y a une grosse baisse. Cette année, le directeur des enjeux, oui. Le nouveau directeur du PMU a fait un nouveau plan de relance. Hein. Ce plan, pour le moment, il est conforme à ce qui était prévu, mais on attend maintenant que ça redémarre aussi. Eh ben donc, il faudra aller dimanche. 14h30, première course. Voilà, et on va vous retrouver tout au long de cette saison avec des invités. Que des gens qui travaillent que des gens autour du métier. Courses. Voilà, donc ce sera très intéressant, je l'espère. On recevra Betty Schneider la prochaine fois. Voilà. La semaine prochaine, avec cette adresse internet, si vous voulez, toutes les informations concernant l'hippodrome, hippodrome-strasbourg.fr. Alors on marque une toute petite pause. Emmanuel Monod, vous allez nous amener sur l'île de Beauté dans quelques instants, en Corse. On parlera aussi avec Célia d'un programme vraiment à ne pas manquer sur un résistant guinéen noir, on l'appelait le terroriste noir, il terrorisait les populations nazies et c'était une excellente chose pendant la guerre. En 1943, il a été arrêté, il a été torturé et fusillé. C'est un doc à ne pas manquer demain. On vous en parle avec Célia dans un instant, après ça. Retour en plateau avec un air de vacances. On va s'évader maintenant avec Emmanuel Monod. J'aime bien la petite musique, et toi ça marche bien. Hein. Ça fonctionne. Tu nous amènes en Corse cette semaine. Oui, bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène en Corse. Alors, à quelques centaines de kilomètres de l'Alsace, on va s'envoler pour la petite île de 183 km du nord au sud. Ça demeure bien évidemment une destination très prisée de tous les visiteurs et on va voir qu'on peut y faire plein de choses. Il n'y a pas que de la plage à faire, hein, puisque c'est un endroit vraiment paradisiaque d'une part, montagne majestueuse à perte de vue, un littoral. Voilà, un beau littoral méditerranéen. L'île met vraiment en avant la splendeur de la nature entre la terre et la mer. Alors, aller en Corse, c'est faire le plein d'activités. Sur l'île, il est impossible de s'ennuyer, activités nombreuses. On peut bien sûr profiter d'une bonne baignade sur ces belles plages, mais également se procurer un peu d'adrénaline en s'adonnant à des activités plus extrêmes. Alors le sud de l'île est célèbre pour ses belles plages, mais en remontant vers le nord, la Haute-Corse, vous serez surpris de connaître une Corse plus déserte, mais d'autant plus attrayante. La Corse, c'est aussi un art de vivre incomparable. Ce sont des insulaires, on est moins stressé, on vit avec la nature et on s'immerge dans la douceur de vivre qu'offre l'île. Oh, voilà. Ça donne envie. De quoi passer de belles vacances. Voilà. Il fera beau ce week-end. On a vu la météo, mais quand on voit ça... On part sur Ajaccio ? Allez, on commence par Ajaccio, si vous voulez. C'est celle qu'on appelle la cité impériale. Alors, avec 113 000 habitants, Ajaccio, c'est une petite ville très dynamique. C'est bien sûr la ville natale de Napoléon Ier pour la petite histoire. Nombreux atouts touristiques. Hein. Vous pourrez, bien sûr, vous ressourcer, vous balader à moins de 10 km de l'aéroport. Hein. Vous aurez donc tout loisir à rejoindre rapidement la ville d'Ajaccio. Boutiques, bars, restaurants. Les petits restos corses. Les petits restos, les belles terrasses ensoleillées. Moi, je connais très bien Ajaccio. Le petit saucisson corse. On va y venir au marché. On va y venir parce qu'effectivement, on parle de tourisme. Alors, ne loupez pas la Maison Bonaparte, le musée Fesch, le magnifique musée des Beaux-Arts. Et bien sûr, allez vous balader sur les marchés corses. Alors, la copa, le jambon corse. Il y en aura pour toutes les... Et moi, je ferai un petit plouf après. C'est ce que je vous propose. Des belles plages. Allez, des belles plages. Alors, il en existe beaucoup, des plages en Corse, effectivement, c'est quoi le palmarès, où aller, ainsi de suite. Alors, c'est plein de petites criques, il y a quand même un palmarès. Alors là, je vous présente la place de Palombaggia, qui est sans doute la plus mythique des plages de l'extrême sud de la Corse, hein, aux portes de Porto Vecchio. Elle essaime vraiment toute une quinzaine de kilomètres au-delà de la rive sud du golfe de la Cité du Sel. C'est les pins parasols centenaires, c'est le sable fin, la blancheur, les eaux turquoises. Voilà, et comme dit, on est en Corse. C'est bien qu'on reste un petit peu sur ces images, Romain.
parce qu'il y a une chose qui est flagrante, c'est que les Corses ont vraiment arrivé à protéger leur littoral. Les Grecs ont fait la même chose sur les Cyclades, mais voilà, quand on va en Espagne, au Portugal, et qu'on voit que des immeubles le long... Pas partout. Non, pas partout. Je ne peux pas parler méchamment de l'Espagne. Je sais bien, mon camarade Eric. Mais voilà, les Corses, en tout cas, ont réussi cette gageure. La meilleure formule pour aller en Corse? Alors, meilleure formule, ça dépend si vous avez du temps, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Alors, on peut faire très classique, on prend un package vol plus hôtel au départ de Strasbourg. On arrive 1h50 de vol et puis on se prend un petit hôtel et on fait les excursions. Ça, c'est pas mal. C'est la première formule classique. Haute formule, ça serait quoi? Haute formule, alors vous avez un petit peu plus de temps, vous avez envie de barouder un petit peu, toujours un forfait vol. Vous prenez une voiture à l'aéroport et là, effectivement, vous allez pouvoir voyager au gré de vos envies, découvrir. Alors, généralement, on commence une arrivée sur Bastia, le Cap Corse, jusqu'à Saint-Florent. On continue généralement... on peut faire le cœur de l'île. Alors, ne cherche pas les autoroutes, il n'y en a pas. Ce sera une route, route enlacée, exactement. Les flancs de parois rocheuses. Vous avez des successions de montagnes. Ne soyez pas étonnés si vous croisez des cochons, des vaches, des brebis qui se baladent en liberté. Ça vous offrira vraiment des paysages magnifiques. Allez, on a toujours droit au petit plus, Lucien, quand on est dans cette émission. Le petit plus, c'est quoi? Le petit plus, c'est un peu de rando. Alors, la Corse est connue pour le sentier du GR20. Alors, je ne parle pas pour les amateurs, malheureusement, parce que ça fait quand même 200 km. Il faut 16 jours environ pour faire le GR20. Ça, c'était la petite info pratique. J'étais assez surprise de le découvrir. Pas d'inquiétude, même pour les débutants. Vous pourrez, bien sûr, il y a plein de sentiers qui sont prévus pour faire de la rando, des treks, des réceptifs locaux. À tout niveau, voilà. Des réceptifs locaux que vous trouvez sur Internet avant de partir. Vous préparez votre voyage et vous pourrez faire des randos sympas selon votre niveau, selon vos envies. Et on termine avec la bonne astuce au départ d'Alsace. Au départ d'Alsace, parce que, bien évidemment, j'aime bien vous passer des petits bons plans. Donc, au départ d'Alsace, Volotea met en place 3 rotations, Ajaccio, Bastia et la nouveauté, c'est Cagliari. Donc j'ai fait mes petites recherches. Si vous vous mettez maintenant sur le site, vous allez voir pour le mois de mai, il y a des vols à 40 € aller-retour. Ah ouais, 40 € aller-retour. 40 € aller-retour. Sans bagages, voyager léger. Zonza, l'hippodrome le plus élevé d'Europe. Eh ben voilà. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup pour tous ces bons plans qu'on retrouve sur ce site voyage.automobile-club.org. Allez, on va prendre cette 40 secondes avec vous, Eric, spécialiste des courses hippiques. C'est un monde important, ceux qui travaillent ou gravitent autour des courses en Alsace. On en parle évidemment en Alsace, beaucoup du cheval, parce que c'est 6000 emplois indirects rien qu'en Alsace pour le cheval. 6000, et c'est plus de 2500 emplois directs pour le cheval en Alsace. C'est énorme. Vous savez combien il y a de chevaux en Alsace? Non. 10 000. Voilà, vous savez que sur le département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a 10 000 chevaux. Voilà. On se quitte dans un petit instant, quelques secondes. On rappelle qu'il n'y a pas 8, mais 9 courses à partir de dimanche. À partir de quelle heure? 14h30 dimanche. Donc vous avez le temps de manger, vous venez aux courses, tout l'après-midi, une belle journée en famille. Prix d'entrée? Prix d'entrée 5 €, c'est gratuit pour les enfants, jusqu'à 18 ans. Ah ben voilà, on a tout dit. On vous retrouve, Eric, la semaine prochaine pour d'autres courses. Ça sera évidemment à 19h en direct. Je vais vous libérer le temps de vous proposer à vous, spectateurs, les programmes du week-end avec Célia, à voir, à faire. Bonjour, on se retrouve dans votre chronique Avoir à faire. Tous les programmes à ne pas manquer sur Alsace 20 ce week-end et la semaine prochaine et des bons plans sortis dans la région. Et ce week-end, justement, Alsace 20 vous parle de Adiba, le premier Africain musulman à s'être engagé dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors on le trouvait notamment dans le Maquis vosgien et ce héros de la résistance a été arrêté, torturé et exécuté à Épinal en décembre 1943. Depuis, de nombreux jeunes de toute origine se réapproprient son histoire, celle d'un homme de conviction, engagé pour la France, Patrick, qu'il avait à peine adopté, à découvrir samedi à 21h et dimanche à 10h et 17h, extrait. Je récupère parfois des armes. Adiba devient un élément important de la résistance locale. En mars 1943, en tant que personne de confiance, il est nommé par Marcel Arburger comme responsable du camp de la délivrance.
Et un concert pour continuer la finale du tremplin Jazz Up avec le quintet de Léon Fall, une formation de jazz instrumental qui reprend de nombreux courants majeurs du jazz, et les Belugas Quartet, un trio clavier, guitare, batterie qui collabore depuis peu avec Ahmed Amin Benzguira. Ce musicien joue de l'oud, un instrument traditionnel à cordes très répandu dans les pays d'Orient. C'est samedi à 22h30 et dimanche à 20h45. On regarde un extrait. Et on termine par la petite sortie du week-end. Comme chaque année, l'association Pelpas vous propose une semaine de découverte hip-hop à travers des lieux emblématiques de la vie nocturne strasbourgeoise. Le festival Indie Pop met à l'honneur depuis 8 ans la scène hip-hop émergente entre rap US, rap français, beatmaker. Le festival propose une vue d'ensemble du hip-hop en mêlant artistes internationaux, artistes nationaux et même artistes locaux. Cette année, le festival revient dans un format concentré avec 12 concerts sur 5 jours. Un pass festival vous donne accès à tous les concerts. Il est disponible au prix de 20 €. Ça se passe du 4 au 9 avril. Pour plus d'infos sur la programmation, rendez-vous sur leur site internet www.pelpas.net. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end à tous et on se retrouve lundi. Salut! Et tous les vendredis, Alsace 20 vous propose toute l'actualité de nos voisins du Grand Est. C'est une semaine dans le Grand Est. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À lundi, salut! Nicole Bott est une passionnée. Dans son domaine, 7 générations se succèdent depuis 1835. Alors quand des touristes viennent déambuler dans les dédales de sa cave, c'est un peu de l'histoire de sa famille qu'elle raconte à travers l'histoire des vins d'Alsace. Le Loyala est l'ancêtre de la bouteille. Et les vignerons, ils buvaient comme ça au Loyala. Le domaine accueille des visiteurs 7 jours sur 7, de quoi repartir avec des souvenirs plein la tête et des bouteilles dans ses valises. Plus de 50% des ventes sont réalisées en vente directe. Le transport en 1700 se faisait exclusivement par voie fluviale. Les viticulteurs qui sont installés là-dessus, bien sûr, ils ont toujours très soif. Donc on peut voir, ils ont toujours la petite bouteille. Nicole a soif de transmettre son savoir-faire et son amour du vin alsacien. Alors au domaine, elle s'investit et organise balades et dégustations. On organise des balades gourmandes dans la cave. On fait appel à un restaurateur qui nous sert des petits plats. Le plat principal se prend à table qui se trouve ici, qui est dans une ambiance de Noël. Et ce sont des moments assez magiques, assez chaleureux. Et les gens sont très, très heureux de savoir d'où vient le vin, qui a fait le vin. Ils veulent connaître, ils veulent mettre un visage sur les producteurs. Quand ils rentrent chez eux, ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés à la cave et la vente se fait toute seule. Revenir à la source pour comprendre d'où vient le vin et comment il est fait, c'est la tendance du moment. Le no-tourisme a séduit 3 millions de visiteurs en Alsace l'an dernier, ce qui place le territoire sur le podium français, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Afin de développer l'offre, professionnels du vin, de la gastronomie et du tourisme se sont donné rendez-vous hier aux assises de l'onotourisme. Quand on va visiter un vignoble, on veut savoir où on mange, où on dort. Et aussi, il y a tout l'enjeu de la mobilité. Par exemple, visiter un vignoble, ça veut dire que peut-être il va y avoir une navette ou un bus qui va vous y amener. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez vous déplacer en famille, il faut trouver aussi une occupation pour les enfants. Donc, c'est tous les acteurs du tourisme qui aujourd'hui se réunissent, échangent, réfléchissent, trouvent des idées. Les idées fusent. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Objectif, faire et refaire découvrir le territoire aux touristes alsaciens, français et étrangers. L'an passé, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros. Une manne économique donc. Mais les touristes ne se contentent pas des vignes et des caves. Ils poursuivent parfois leur visite dans des musées ou des parcs animaliers. Avec ses 170 km de route des vins d'Alsace, le secteur a encore de nombreuses cartes à jouer pour se développer pleinement dans la région.
L'heure était au démontage des piquets de balisage ce dimanche à la station de la Bressonnec, une fin de saison sous un soleil radieux et des températures plus qu'agréables pour ces derniers skieurs venus profiter des 26 pistes encore ouvertes sur les 33 que compte le domaine. J'ai une résidence dans les Vosges et donc je profite de tous ces magnifiques moments. 400 km de la maison, c'est inuit de trouver une station comme ça, où il y a encore de la neige, encore presque début avril. Ça va, météorologique bonne, après la neige forcément on est en fin de saison donc c'est pas top mais bon. Avec. Mais il y a des avantages, il n'y a pas grand monde. Exactement. Et il y a du calme. C'est les vacances, donc voilà, on vient s'aérer de la région parisienne. Et là donc vous venez marcher sur des pistes de ski? Oui, tout à fait. Vous vouliez pas prendre une paire de skis? Non, à notre âge non, c'est fini. Avec 100 jours d'ouverture depuis fin décembre, environ 370 000 journées skieurs enregistrées, des conditions météorologiques plutôt favorables, la station a fait le plein cet hiver. Selon l'office de tourisme de la commune, le taux d'hébergement a dépassé 90% en février, atteignant même 100% lors de la 3e semaine des vacances scolaires. Une bonne fréquentation due notamment aux derniers investissements de la station en matière de neige de culture. On a renforcé, modernisé notre outil de production de neige de culture. Ça nous a permis d'ouvrir le domaine skiable dès le samedi matin des vacances de Noël et de proposer un produit qui était somme toute intéressant pour les clients. Donc là, on est très content de cet investissement. On a vraiment démontré cet hiver, c'est le 2e hiver qu'on travaille avec, mais cet hiver, on a vraiment démontré que c'était nécessaire pour la station et qu'il ne fallait pas s'arrêter. Les investissements dans la neige de culture, c'est quelque chose qui doit être récurrent tous les ans. Pour la station, une saison chasse l'autre, place désormais aux animations estivales. Les vélos vont bientôt remplacer les skis, le bike park rouvrira le 4 mai et la Schlitt Mountain pour les vacances de Pâques début avril. Mais en attendant, on se détend. Atterrissage réussi pour l'exposition RG Une vie, une œuvre au pays des 3 frontières. Pendant 9 mois, le château de Malbrouck célèbre les 90 ans de Tintin. Avec ses aventures universelles, le petit reporter a traversé le siècle sans en perdre une note. Tintin peut nous raconter l'histoire et la géographie de nos territoires et notre histoire. Et être ici au cœur de l'Europe, sur la terre de Robert Schuman, je crois qu'on pourrait raconter Tintin au pays des 3 frontières. Un album qui ne sortira jamais, car le décès d'Hergé en 1983 a mis un terme aux aventures de Tintin. Hergé, au moins tout le monde a respecté le principe qu'après Hergé, pas d'album, pas de nouveautés, etc. So, notre travail, ça passe par les films, les documentaires, les expositions, les événements. Notre travail, en effet, c'est de attirer l'attention de tout le monde. Cette exposition, c'est parfait. Elle fait la part belle à Tintin, mais au fil des salles de cette rétrospective, l'intrépide journaliste s'efface pour laisser découvrir son créateur. Les visiteurs sont entièrement transportés dans l'univers d'Hergé. Devant sa table à dessin, on le devine même plancher sur de futurs périples. S'il a créé Tintin à son image, le dessinateur dévoile à Malbrouck ses autres facettes. L'humanisme d'Hergé, de son vrai nom Georges Prosper Rémy, transparaît dans les 24 albums de Tintin, parus entre 1929 et 1986. Encore aujourd'hui, les aventures de Tintin font voyager petits et grands. Chaque année, ce sont entre 3 et 5 millions d'albums vendus à travers le monde, un bon présage pour cette exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. Il aura fallu près de 3 semaines pour reconstituer le chaudron du prince de Lavaux, un processus rapide grâce à l'impression 3D. L'objet est fait de résine plastique et a ensuite été retravaillé et patiné par la main de l'homme. Le but, se rapprocher le plus possible de l'aspect du bronze d'origine. On a utilisé une résine chargée de poudre de bronze pour finalement retrouver un aspect assez naturel du métal qu'on vient frotter donc finalement pour mettre à jour cette particule de bronze qui va nous donner vraiment cet aspect métallique. C'est l'entreprise SNBR qui a effectué cette restitution, spécialisée dans les travaux de maçonnerie, de sculpture et de taille de pierre pour la restauration du patrimoine. Elle a acquis cette machine d'impression 3D il y a 2 ans. Le chaudron était une commande inédite pour eux. On est venu nous voir parce qu'on avait des robots. On nous a demandé si on pouvait faire la copie de ce chaudron.
Et nos robots, ça ne correspondait pas du tout au travail, donc on a proposé plutôt de l'imprimer. On veut développer ce travail de conservation d'objets, et là, pour nous, c'était vraiment du pain béni, quoi. On veut le faire, quoi. Les archéologues avaient fourni de nombreuses modélisations et données scientifiques, des radiographies et des photos du modèle original. Les volumes et les détails réels ont ainsi été entièrement restitués. On a eu un vrai défi quant à la fabrication, donc à la décision des différentes technologies pour une question de délai, une question de rigidité et d'obtention des détails. Et la partie d'application des patines, car normalement ce genre de procédé, résine plus poudre de bronze, se fait à la coulée. Donc on a vraiment adapté des connaissances un petit peu particulières de manière indépendante à la confection du chaudron. Le chaudron va donc prendre place au cœur de l'exposition Archéaube, aux côtés du torque, le collier en or massif du prince de Lavaux. Le chaudron a toute sa place dans l'exposition. On estime aujourd'hui qu'il fait presque 350 litres de capacité. Et ce chaudron, on sait qu'il était rempli de vin rouge, sans doute importé de Marseille ou d'Étrurie. Et donc, il a servi lors de grandes cérémonies, des grands banquets. Je suis très impressionné et ému parce que le chaudron, en fait, on est resté plusieurs mois dessus pendant la fouille, à le dégager patiemment. Et puis, on était face à un objet très déformé, très corrodé, très fragmenté. Et ici, c'est la première fois où on se rend compte de son volume réel, en fait. Ça confirme ce qu'on pensait au moment de la fouille, que c'est vraiment une pièce maîtresse dans la pratique du banquet chez l'élite celtique locale. Le chaudron sera visible par le grand public dès ce mardi 2 avril. C'est le projet de toute une vie. Jean-Paul Maire est issu d'une lignée de forestiers. Lui a pourtant choisi d'approcher la filière bois d'une autre manière. Voilà 29 ans que la scierie de la Frézelle a ouvert ses portes sur ce site à Rouvres-la-Chétive, non loin de Neufchâteau. L'entreprise familiale a aujourd'hui doublé de volume et emploie 3 salariés. Avec un chiffre d'affaires de 700 000 € par an, elle est la seule scierie installée dans la plaine des Vosges à faire des découpes sur mesure. Je pense que c'est la passion qui prime surtout, et puis bien sûr le travail, parce que je suis une personne de parole, et quand je donne des délais aux clients, je me débrouille à ce que les délais soient respectés. Et pourtant, le parcours de cet entrepreneur n'a pas toujours été facile. Il y a 10 ans, un après-midi de janvier, Jean-Paul a perdu son bras droit dans un accident du travail. J'étais en train de nettoyer la bande transporteuse que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai eu le coup de pas de chance, de fatalité. J'ai glissé en reculant de cette bande et en glissant j'ai fait le grand écart et ma main a été happée par la bande transporteuse. Ça fait que mon bras a été pris complètement dedans. Donc après j'ai eu l'esprit de survie. Je me suis tenu l'épaule et puis j'ai tourné tout mon corps autour du bras pour le casser. Et puis après, j'ai terminé l'affaire, si on peut dire, avec mon canif. Et puis j'ai un transporteur qui est venu m'aider, qui était en train de décharger les grumes. Jean-Paul porte désormais une prothèse, mais n'a pas abandonné son poste pour autant. Il manie toujours le chariot de découpe, aménagé spécialement. On a le système de coulisseau pour justement que j'ai pas de problème au niveau des cervicales. Sinon, je suis toujours obligé de travailler en biais. Le crochet qui me va très bien. J'ai juste, parce qu'avec le bras là, je peux faire que 2 mouvements, aller et en reculant. Pour conduire une grue, il faut obligatoirement les 2 mains pour la piloter. Donc là, j'appuie comme ça, la grue descend, et je tire dans l'autre côté et elle remonte. Malgré la passion qui l'anime pour son travail, voilà 2 ans que ce chef d'entreprise souhaiterait partir à la retraite, mais ne trouve personne pour reprendre la scierie. Aujourd'hui, il lance un appel. On a une activité qui est soutenue, on a toujours fait 39 heures, on n'est jamais passé aux 35. On est comme beaucoup de chefs d'entreprise, il y a certains débuts de semaine qui sont durs, mais on arrive en fin de semaine, on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on a à faire. Donc le potentiel existe, le chiffre d'affaires est là, il y a des possibilités d'extension. Le gérant s'engage à accompagner toute personne intéressée au moins 6 mois après la reprise de l'affaire. Un coup de pouce renforcé également par les aides des collectivités car la scierie est placée en zone rurale prioritaire. Viendra ensuite une retraite bien méritée pour ce sexagénaire qui a déjà de nombreux projets. S'occuper de sa famille bien sûr et pourquoi pas se remettre au cyclisme.